Salut à tous, c'est Zaku, et aujourd'hui on se retrouve pour l'avis et l'analyse de l'épisode 3 de koh le feu sacré. Un épisode qui est dans la continuité de ce qu'on a eu jusque-là, c'est-à-dire un épisode qui est encore meilleur que les précédents. On a une saison qui monte vraiment en tension au fur et à mesure, et ça c'est vraiment excellent. Mais l'épisode laisse quand même un petit goût amer sur sa conclusion, mais on y reviendra un peu plus tard. Un épisode qui, je dirais, avait pour thème principal la faiblesse des candidats. Donc allez, c'est parti pour l'analyse, let's go. Mais avant de parler de faiblesse, je vais d'abord parler d'une des principales forces de l'épisode, et je parle bien sûr des épreuves. Enfin, on a des épreuves que j'ai réussi à apprécier. Il en aura fallu du temps, mais elles sont là. On a d'abord l'épreuve de confort, qui était un peu particulière puisque les candidats avaient le droit de s'entraîner. Alors, je comprends que des gens soient contre, mais personnellement ça me dérange pas trop, car ça amène à plus de suspense et à un équilibrage des niveaux de la part des deux équipes, et donc ça a amené à beaucoup plus de tension durant l'épreuve. Mais je comprends que on n'apprécie pas trop que les candidats aient le droit de s'entraîner, ça dénature un peu le jeu, et il y a des candidats qui sont très à l'aise pour découvrir de nouvelles épreuves, et qui apprennent très rapidement quelle est la meilleure stratégie à adopter. Et donc l'entraînement réduit un peu le niveau de ces candidats-là, et c'est un peu dommage. Mais bon, si c'est fait de temps en temps, moi ça me dérange pas trop. J'ai beaucoup apprécié les deux parties de l'épreuve, la partie sur les piliers et la partie où il faut grimper. La fin était vraiment très impressionnante et demandait un jeu collectif assez dingue, en plus d'être une nouveauté. Il y avait énormément de suspense durant l'épreuve et des moments assez marrants, avec Benjamin qui sert de liane humaine et Laura qui baisse presque son pantalon. Je pense que l'entraînement sur cette épreuve a vraiment facilité le suspense, mais c'est un peu dommage que les rouges se soient principalement entraînés autour d'Anne-Sophie et qu'elle n'ait pas pu participer à l'épreuve. Je pense que les rouges auraient peut-être gagné l'épreuve si ça avait été le cas. D'ailleurs, je me suis toujours demandé si pour l'épreuve des piliers, les candidats avaient le droit de n'utiliser qu'un seul pilier pour transporter le candidat qui est debout dessus. J'imagine que non, que la prod leur interdit, mais si jamais c'est pas interdit, je me dis que ça vaudrait peut-être le coup d'essayer. Je pense que des candidats seraient plus à l'aise de tenir en équilibre sur un seul et unique pilier plutôt que d'avancer entre deux. Donc voilà, je me dis que ça vaut le coup d'essayer si jamais la prod l'interdit pas. Mais bon, j'imagine que la production l'interdit. Ils aiment pas trop que des candidats utilisent d'ingéniosité pour réussir les épreuves. Donc voilà, une très bonne épreuve de confort. Mais c'est pas la seule, puisque l'épreuve d'immunité était aussi très sympathique. Un peu moins bonne, parce que moins de suspense. Mais j'ai beaucoup aimé la partie sous l'eau, notamment côté rouge, où ça a été la débandade totale. On avait Rudy qui appuyait sur la table, Christine qui a mis ses pieds dans la gueule de Martin. On avait vraiment l'impression qu'il y avait que Martin qui essayait de porter la table et que tous les autres n'étaient pas du tout coordonnés. Et sinon, le puzzle à la fin était aussi assez sympa. Mais c'est assez dommage d'avoir des puzzles pas très visuels comme cela, car on n'a pas la réflexion des candidats. C'est difficile de savoir ce qu'ils pensent dans leur tête, et personnellement j'avais un peu l'impression qu'ils faisaient le puzzle un peu au hasard. Surtout que il y avait un changement toutes les 2-3 minutes, donc il n'y avait pas vraiment de réflexion qui était posée de la part des candidats, et c'était pas très visuel, on savait pas trop où est-ce qu'ils en étaient. Parfois on avait l'impression qu'ils étaient proches de la fin, mais en fait toutes les cordes étaient mal placées. Donc ouais, pas le meilleur puzzle je trouve, et c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec les personnes qui veulent des épreuves plus type Survivor dans koh, parce que dans Survivor, la plupart des épreuves se finissent par un puzzle, qui sont souvent moyens comme puzzle, et pour moi un puzzle réussi c'est un puzzle visuel pour le spectateur, parce que pour les candidats c'est cool d'avoir un puzzle à la fin, ça permet de donner sa chance à tout le monde, mais d'un point de vue spectateur, si on ne voit pas comment le candidat réfléchit et où est-ce qu'il en est, un puzzle c'est vite très chiant et très redondant. Donc moi je trouve que la formule actuelle de koh où les épreuves en équipe sont plus des épreuves de collectif et de coopération, avec de temps en temps un puzzle et de temps en temps du physique, c'est le format parfait. Peut-être en individuel rajouter un peu plus de puzzle pour ceux qui veulent vraiment, mais je trouve que le format actuel des épreuves dans koh est quasiment idéal et très équilibré.
Mais enfin, les deux épreuves ont été remportées par les jaunes, montrant un début de faiblesse chez les rouges, qui ont vraiment du mal à prendre le lead sur les épreuves depuis le début. Faiblesse qui d'ailleurs est au cœur de l'épisode, avec tout d'abord une faiblesse physique des candidats. Tout le long de l'épisode, il est dissimulé des petites phrases nous faisant comprendre que les candidats sont à bout physiquement. Chez les rouges, on a Martin qui dit que c'est normal que les candidats marchent au ralenti. Mais le plus important, c'était chez les jaunes, durant le confort. Leur confort était de visiter une rizière où ils allaient cultiver leur propre riz et rencontrer des locaux et voir comment cela fonctionne. Mais on voit bien que les candidats étaient à bout et avaient vraiment du mal à faire les activités proposées. Et honnêtement, moi je les comprends. Si je suis à koh et que on me propose en confort d'aller travailler à la rizière, qui est un métier très difficile, je pense que je ferai pas non plus les activités et que je me reposerai à la place. On a d'ailleurs la première confession intéressante de la part de Clémence, qui est sûrement pas anodine pour la suite. Elle dit qu'elle cache ses faiblesses physiques pour pas que ses coéquipiers le remarquent, mais qu'elle est vraiment à bout. Alors je pense qu'elle fait ça pour pas que ses coéquipiers se disent qu'elle est trop au fond et qu'ils la votent au conseil. On a déjà eu ça, des candidats qui étaient à bout et les autres candidats qui se mettaient à l'unanimité pour dire on te vote au conseil, il faut que tu rentres chez toi et que tu te reposes. Mais je pense aussi qu'il y a une volonté pour elle de montrer qu'elle est forte et qu'elle est au niveau par rapport au reste de l'équipe. Chose qu'elle a déjà démontré à de nombreuses reprises, donc je comprends pas trop son raisonnement. Mais il y a peut-être un manque de confiance en soi, on l'avait déjà vu avec son portrait où elle disait vouloir montrer aux hommes qu'elle était à leur niveau, qu'elle voulait les diriger, machin. Donc je pense qu'il y a un manque de confiance en soi chez Clémence, et je pense que c'est pas anodin pour la suite. Et donc peut-être qu'elle va avoir un abandon médical ou une contre-performance sur les épreuves, et que ça va impacter son aventure, mais je pense pas que cette facecam était anodine. Surtout qu'elle s'est mise à pleurer, etc. Mais on a aussi une faiblesse physique qui se ressent sur les épreuves, avec des contre-performances. Alors on avait évidemment eu Emine à l'épisode précédent, qui avait fait n'importe quoi sur une des épreuves. Mais cet épisode, c'est Rudy. Rudy qui a du mal à nager, qui est en retard, et qui est le dernier qui arrive à la plateforme, avec plusieurs dizaines de secondes de retard, mais qui a aussi du mal à plonger sous l'eau, et qui pénalise totalement son équipe pendant plusieurs minutes, avant d'abandonner son équipe et de ne plus essayer de plonger. Je crois même qu'il est rentré sur la plage avant que les candidats aient fini de porter, ce que je trouve pas ouf, et ça lui sera reproché d'ailleurs durant l'épisode. Donc voilà, on voit que les candidats sont à bout physiquement. Je pense que c'est pour ça que la production commence à leur donner des conforts un peu plus importants, avec les 3 kilos de riz, qui d'ailleurs ont été séparés en 2 pots d'1,5 kg, ce qui tease quelque chose qui arrivera dans la preview, on en reparlera après. Donc voilà, la faiblesse physique des candidats, on la ressent vraiment. Mais pas que, il y a aussi une faiblesse mentale qu'on ressent. Donc comme j'en ai parlé avant, on a Clémence qui pleure en facecam de sa propre faiblesse. Mais on a aussi et surtout Martin, qui depuis 2 épisodes passe ses journées à se plaindre de la survie et des autres. Alors je pense que ça plaît pas à tout le monde, mais moi j'adore cette personnalité de Martin. Ce côté un peu drama queen, qui se plaint de tout. Moi j'aime beaucoup. Même si je comprends que ça puisse agacer, moi Martin c'est un petit coup de cœur depuis l'épisode 1. Alors ok, je suis pas d'accord avec tous ces points de sa personnalité, notamment le côté mérite, etc. Mais je trouve que c'est un candidat qui a du caractère, qui ose dire que les candidats ont été nuls sur les épreuves, qui ose dire à Rudy d'arrêter de survendre l'équipe alors qu'il pue la merde, etc. Vraiment Martin, c'est un petit coup de cœur. En plus, il a l'air vraiment seul durant les épreuves. J'ai vraiment l'impression qu'il porte son équipe la plupart du temps. Là, sous l'eau, il était un peu seul à essayer de porter la table et à rester longtemps sous l'eau, même s'il y avait Alexandre qui était un peu au fond et qui l'aidait. Mais à d'autres épreuves, j'ai aussi remarqué que Martin était un peu tout seul à vouloir diriger un peu l'équipe, organiser tout ça. J'ai l'impression que tout le monde a envie de faire ses trucs et que ça manque d'organisation d'un chef chez les Rouges. Et Martin essaye de créer ça, mais ça prend pas du tout. En plus, il pêche pas mal durant cet épisode. Encore un Martin qui pêche, un Martin pêcheur. C'est fou comment il y a des ressemblances entre les différents prénoms de Koh-Lanta. Mais Martin n'est pas le seul à se plaindre durant cet épisode. On va évidemment parler d'Elodie. Alors Elodie, c'est pareil, c'est un énorme coup de cœur cette saison. Mais durant cet épisode, la pauvre, elle craque totalement.
avec la pression du conseil. Elle sait qu'elle est en danger parce qu'elle n'a pas pu montrer ses forces et qu'elle pense que les candidats la pensent faible. On retrouve encore ce thème de la faiblesse qui est inhérent à cet épisode. Elle a tiré 3 fois la boule noire sur 4 possibles. C'est vraiment pas de chance. Faudrait vraiment que la production change ce système de boule noire. C'est tellement injuste pour les candidats. Ils pourraient simplement dire qu'un candidat qui a tiré la boule noire ne peut pas la retirer à la prochaine épreuve. Comme ça, ils auraient au moins une épreuve sur deux où ils peuvent montrer leur potentiel. Surtout qu'Elodie, je suis sûr qu'elle a un énorme potentiel aux épreuves. Mais la pauvre, elle peut pas le montrer. Alors oui, ok, elle a un peu surabusé sur sa victimisation durant cet épisode. Moi, ça m'a fait rire. Je comprends que ça puisse agacer, honnêtement. Même moi, parfois, j'étais en mode oh, Elodie, là, t'abuses quand même un peu. Elle s'est un peu isolée toute seule en plus durant cet épisode et ça la met un peu dans la merde pour la suite. Mais voilà. On voit que les candidats sont à bout physiquement et mentalement. Ça commence vraiment à devenir difficile et je pense que la production va commencer à donner des conforts un peu plus conséquents. Et voilà, ça leur fera pas de mal. J'ai pas envie d'avoir des candidats qui, pendant 40 jours, passent leur temps à se plaindre. Donc voilà, pas si mal. Les candidats commencent aussi à percevoir des faiblesses de la part du twist de la saison, le talisman du feu sacré. Car ils remarquent enfin que 2 candidats très proches, mais dans des camps différents, peuvent littéralement être invincibles durant toute la phase pré-réunification et ne se transmettre le talisman qu'à eux deux. C'est une faiblesse pour le jeu, mais aussi pour le spectateur, qui n'a donc pas beaucoup de rebondissements durant les conseils. Mais c'est aussi une faiblesse dans son utilisation, car encore une fois, le pouvoir du talisman sacré n'a pas été utile durant l'épisode. On a des candidats qui essayent de jouer autour, de dire ah, si lui protège machin, il peut se passer ça, etc. Mais encore une fois, le talisman n'a servi à rien. La protection s'est encore fait sur un candidat qui n'était pas en danger. J'ai beaucoup défendu le talisman durant les précédents épisodes, mais c'est vrai que là, ça commence à faire beaucoup d'épisodes où le talisman est inutile, et j'espère vraiment que ça va changer. Heureusement, les cartes vont être un peu rebalancées au prochain épisode, mais on en reparlera un peu plus tard dans la conclusion. Donc voilà, j'espère vraiment que le talisman va être utile, et pas que ça nous fasse une totem maudit où le twist est un immense flop. Je veux vraiment pas ça. La saison semble bien partie, donc si on a encore un flop de twist, ça peut être assez terrible. Maintenant, parlons un peu plus de la partie pré-conseil de l'épisode, qui était aussi une partie très intéressante. Chez les jaunes d'abord, on a eu Tania qui a hérité du feu sacré, et les jaunes vont lui mettre une pression monumentale pour qu'elle fasse uniquement ce que eux veulent. Alors j'ai vraiment détesté l'équipe jaune durant cet épisode, même depuis le début de la saison en fait. C'est une des équipes que j'aime le moins de tout koh je pense. Il y a littéralement personne que j'aime beaucoup, et très peu de candidats où j'arrive à avoir de l'attachement pour le moment. Donc cette équipe jaune est hyper hypocrite avec Tania, car ils lui disent que si elle ne protège pas la personne que eux veulent, ils vont la sortir. Mais enfin, les gars, vous la sortirez quoi qu'il arrive, Tania. Même si elle vous écoute, vous allez dire que vous n'avez pas confiance en elle et que quoi qu'il arrive, elle saute. Donc je vois pas pourquoi elle vous écouterait en fait. Non, vraiment, ils m'ont énervé cet épisode. Bon, par contre, leur raisonnement était plutôt juste, de dire qu'il faut protéger une personne faible de l'équipe rouge pour que ce soit un candidat un peu plus fort qui parte et qu'ils aient l'avantage sur les épreuves, etc. Ça, c'est pas un mauvais raisonnement, faut quand même leur reconnaître. Donc il demande à Tania de protéger Christine ou Alexandre, mais Tania, elle a plutôt envie de protéger Rudy. Donc elle part sur le camp rouge en se disant qu'elle va peut-être suivre leurs consignes, mais qu'elle part plutôt du principe de protéger Rudy. Quand Tania arrive sur le camp rouge, la première personne qu'elle va voir, c'est Alexandre. Alors ça m'a plutôt surpris. Je pensais vraiment qu'elle allait voir Rudy en premier pour savoir ce que lui pensait de la situation. Mais elle va voir Alexandre. Alexandre qui joue plutôt finement le coup, je trouve. Il se met pas trop en avant, il dit juste qu'il est en danger, mais il demande pas du tout à être protégé. Ça aurait fait trop forceur. Et là, je trouve que juste de dire que c'est lui et Elodie en danger, mais pas du tout Rudy, pour vraiment faire comprendre à Tania que ça ne sert à rien de protéger Rudy, c'était vraiment très malin. Tania va voir aussi Elodie qui confirme les dires d'Alexandre. Les deux jouent vraiment très bien, puisque Alexandre avait une stratégie contre Rudy cet épisode. Il disait notamment avoir l'approbation des filles rouges avec lui, donc Julie, Anne-Sophie et Christine, ce qui aurait potentiellement
fait basculer la situation. Donc ne pas dire à Tania que Rudy est en danger, c'était vraiment très malin, et ça aurait pu vraiment amener à un blindside de Rudy qui aurait été vraiment cool, et vraiment une stratégie très osée de la part d'Alexandre. Mais après avoir vu les deux, Tania va voir Rudy. Rudy lui confirme qu'il n'est pas en danger, donc là ça m'a rassuré quant à la stratégie d'Alexandre. Et les deux débattent, et ils se disent que pour faire plaisir aux jaunes, Tania doit protéger quelqu'un que eux ils ont demandé. Donc Christine ou Alexandre. Donc à ce moment-là, je me dis que si Tania protège Alexandre, c'est vraiment incroyable, car ça ferait limite éliminer Rudy, parce qu'on sait pas trop encore qui les rouges ils vont voter entre Alexandre et Elodie, mais que si la stratégie d'Alexandre s'avère juste, alors c'est Rudy qui saute. Mais j'avais quand même ce doute parce qu'on n'avait pas vu de facecam des filles rouges confirmant qu'elles étaient avec Alexandre pour éliminer Rudy à cause de ses contre-performances. Donc je sentais quand même que Alexandre ou Elodie allaient sortir. C'est ce que j'ai écrit dans mes notes. Alexandre ou Elodie sort. Et durant le conseil, on a Rudy qui va dire clairement que ça se joue entre lui et Alexandre. Il a l'air clairement au courant que son nom a été évoqué. À ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est fini, c'est Alexandre qui part. Rudy vote Alexandre, donc ça veut dire que c'est Alexandre qui est visé par les votes. Et si Rudy est au courant que Alexandre a préparé une stratégie contre lui, c'est que les filles rouges l'ont poucave et que Rudy n'est pas du tout en danger et qu'elles sont avec lui. On a en plus Tania qui protège Christine. Je pense que Rudy lui a dit de protéger Christine et pas Alexandre, car c'était Alexandre qui était visé par les votes. Donc encore une fois, le talisman est inutile. Christine n'était pas du tout en danger, donc voilà, un peu dommage. Je pense que Tania aurait mieux fait de protéger Elodie, surtout que les rouges ont split quelques votes. Donc Elodie avait quelques votes contre elle, et je pense qu'elle aurait été vraiment très redevable à Tania de l'avoir protégée. Et voilà, ça aurait pu faire une bonne alliée pour la suite. Parce que je pense qu'Elodie est très émotive et qu'elle aurait vraiment suivi Tania pour ce move. Donc voilà, dommage d'avoir protégé Christine. Mais bon, c'était les consignes des jaunes. Et Tania avait pas envie de se mettre à dos son équipe. Même si bon, encore une fois, ils vont te voter Tania. Donc fallait vraiment faire ce qui t'arrangeait le plus toi. Et je pense que là, ce qui l'arrangeait le plus, c'était de voter Elodie. On a donc Alexandre qui part. Les rouges ont split entre lui et Elodie. Donc il avait la majorité. Il part de manière très fair-play, en disant que juste il a tenté une stratégie, elle est pas passée, que c'est dommage, mais qu'il s'est bien amusé. On a Elodie qui se retrouve du coup toute seule. Alexandre dit qu'il voulait pas voter contre elle parce qu'il avait une promesse et que de toute façon ça saurait rien changer. J'ai envie de parler un peu d'Alexandre et de son aventure, car ça a vraiment été un candidat très marquant de ce début de saison. Alexandre, vraiment, j'ai adoré. Pas du début à la fin, car si vous vous souvenez, au premier épisode, j'avais dit que je l'aimais pas trop, que je le trouvais pas très attachant. Mais sur ces 2 derniers épisodes, c'était mon candidat préféré, je pense. Il était un stratège que j'ai limite envie de qualifier de quasi parfait. C'est difficile de dire ça alors que le candidat était éliminé à l'épisode 3, mais je le pense. Pour moi, il a fait quasiment aucune erreur. La seule erreur qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir voulu sortir Elena trop tôt. Mais pour moi, ce n'était pas une erreur, parce que on a bien vu que toute l'équipe rouge voulait sortir Elena au début. Que c'était vraiment l'unanimité, et que mis à part peut-être Martin et Esteban, tout le monde était prêt à voter contre elle. Et je pense sincèrement que si les rouges avaient été au conseil à l'épisode 1, Elena serait sortie. Et Alexandre n'aurait eu aucun tort là-dedans, et il aurait même potentiellement pris le lead de l'équipe. Mais ce qui s'est passé, c'est que les filles rouges ont perdu leurs couilles en cours de route, et c'est Alexandre qui s'est repris toute la stratégie sur lui, alors qu'il n'était même pas l'instigateur de cette stratégie contre Elena. Toute la faute a été remise sur lui, alors que toute l'équipe était avec lui, et je trouve ça vraiment pas de chance, et un peu salaud de la part de son équipe. En plus, Alexandre n'était pas mauvais dans les autres aspects du jeu. Je pense que socialement, les gens l'appréciaient bien. Sinon, ils auraient un peu plus craché sur lui en facecam, mais on n'a pas vu ça du tout. En épreuve, je suis désolé, mais il était vraiment à l'aise, et même limite performant. Sur l'épreuve d'immunité, il était un des rares, avec Martin, à vraiment rester sous l'eau pour essayer de porter la table, alors que d'autres, comme Christine ou Rudy, ont totalement troll l'épreuve. Et sur l'épreuve de confort, je sais pas si c'est qu'un détail, mais c'est lui qui s'est placé tout en bas pour porter tout le monde jusqu'en haut.
Donc il a dû supporter plusieurs centaines de kilos sur ses épaules. Et honnêtement, j'ai jamais vu une contre-performance de sa part. Alors que Rudy en a eu des contre-performances. Christine aussi, durant l'épreuve, là, elle a fait n'importe quoi. Emine aussi, il en avait fait, et donc c'est pour ça qu'il a été éliminé. Alexandre, non. Et même sur le camp, Alexandre, c'est le seul qu'on nous a montré surveiller le feu durant la nuit. Et au réveil, tout le monde disait clairement que c'était Alexandre qui l'a surveillé tout seul le feu. Donc, je trouve vraiment que c'était un stratège très complet, malgré son élimination très précoce. Et je pense que c'est vraiment le meilleur stratège qu'on ait eu durant ces dernières saisons, parmi les stratèges vendus par la production, dès le portrait. Peut-être que certains diront que Ahmad était meilleur parce que Ahmad a réussi quelques coups stratégiques, contrairement à Alexandre. Mais j'ai une énorme préférence pour Alexandre personnellement, donc je le mettrai peut-être au-dessus. Donc voilà, on en a fini avec cet épisode, qui était ma foi fort sympathique, même si l'élimination d'Alexandre m'a quand même rendu très triste à la fin. Ça me rend d'autant plus triste que c'était un des rares candidats que j'appréciais, car j'ai toujours du mal à trouver de gros candidats que j'apprécie cette saison. Je suis désolé, mais dans l'équipe jaune, mis à part Grace et Tania, il n'y a personne que j'apprécie. Et il y a même des candidats que je déteste, comme Quentin. Quentin, il m'a vraiment énervé cet épisode. Je pense que ça va être le candidat que je déteste de la saison. Alors c'est cool, ça me fait un antagoniste, mais du coup, chez l'équipe jaune, bah j'apprécie personne quoi. C'est-à-dire que Grace, j'apprécie sa personnalité, mais c'est pas non plus un énorme coup de cœur. Et Tania, je la soutiens uniquement parce qu'elle est en lien avec l'équipe rouge et qu'elle est seule dans son équipe jaune et que tout le monde a envie de la sortir. Et même parmi l'équipe rouge, j'adore Martin, j'aime bien Elena, j'adore Rudy, j'adore Elodie. Mais après, Anne-Sophie, Christine et Julie, j'en ai vraiment rien à faire quoi. C'est des candidates qui m'indiffèrent mais au plus haut point. Après on a Esteban. Esteban il s'est fait un peu plus discret ces 2 derniers épisodes, mais il a l'air sympathique, mais j'attends d'en voir plus, pareil on l'a pas trop vu. Donc voilà, il y a que 5-6 candidats que j'aime vraiment durant cette saison. J'ai toujours un peu de mal avec ce casting, et je prie vraiment pour pas qu'on se retrouve avec Quentin, Laura, Clémence, Julie, Anne-Sophie parmi les derniers candidats. Ça me ferait vraiment, je pense, détester la saison. Parce que c'est vraiment des candidats qui m'indiffèrent totalement, ou que je déteste. Et les voir arriver loin, ça me terrifie un peu. Surtout que je me dis que les candidats qu'on voit beaucoup, c'est les candidats que j'apprécie. Et que si on les voit beaucoup, c'est peut-être parce qu'ils sortent tôt. Et au prochain épisode, on a une recomposition d'équipe et une épreuve éliminatoire. On a Martin qui dit qu'il va être dans la merde, et je le pense parce que c'est une grosse tête des rouges, et on a les jaunes en majorité, donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelques rouges qui vont sortir. Surtout que le groupe de 7 jaunes semble assez uni, donc ça m'étonnerait pas du tout qu'ils commencent à sortir les grosses têtes rouges. On a Martin qui peut se faire sortir très rapidement. On a Elena pareil, grosse tête, donc très facile de la sortir assez tôt. Elodie qui est totalement isolée, pareil. Rudy, s'il a pas le talisman, les gens auront peut-être envie de le sortir, voyant qu'il est stratège. Enfin, les grosses têtes de l'aventure vont peut-être pas faire long feu, et ça me fait très très peur pour la suite. Tout va dépendre de la recomposition d'équipe. Je pense vraiment que l'épisode prochain est l'épisode le plus important de la saison. Et voilà, j'espère voir un peu plus de diversité dans les équipes, avoir des équipes un peu plus équilibrées entre les personnes que j'aime et les personnes que j'aime pas. Et surtout, de voir un talisman du feu sacré qui est enfin utile, ce serait vraiment cool. Voilà, je pense en avoir fini avec cet épisode qui était quand même très bon. Je vais vous laisser, je vais vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse de l'épisode 4 de Koh-Lanta le feu sacré. Et à la prochaine!